Mesdames et messieurs, bonsoir. La mixité, et si on en parlait, au cœur de l'Assemblée nationale vous emmène dans l'univers hommes-femmes des élections et nous en parlons à travers la loi relative à la représentation des femmes dans les assemblées élues. Mais avant de parler de cette grande question, je vous fais découvrir un visage, celui de Madame Trabi Aimé Aïssa. Elle est directeure de la législation et du contrôle parlementaire. Elle est au quotidien, aux côtés des députés pour l'activité parlementaire. Allez, allons à sa découverte. La direction de la législation et du contrôle parlementaire est l'une des 7 directions que compte l'ordre administratif de l'Assemblée nationale. Anciennement service législatif, puis direction des services législatifs, elle doit sa nouvelle dénomination au président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, qui a jugé pertinent de mettre en exergue la mission de contrôle de l'action gouvernementale des députés. Les attributions de la direction de la législation et du contrôle parlementaire découlent de sa mission qui est d'assister les députés dans l'exercice de leur mission de vote de la loi et de contrôle de l'action gouvernementale en leur fournissant les moyens techniques dont ils ont besoin pour exercer leur mission. Ainsi, la direction est également présente au début jusqu'à la fin du processus législatif. Au début du processus, elle réceptionne et enregistre les projets et propositions de loi, elle les diffuse auprès des députés. Ensuite, elle mène des études pour éclairer les commissions sur les projets et les propositions de loi qui seront examinés lors de leur réunion. Elle produit les rapports des réunions de ces commissions, rapports qui sont présentés en séance publique d'adoption des projets et des propositions de loi. Elle rédige la petite loi lorsque c'est l'Assemblée nationale qui est saisie en premier du projet de la proposition de loi et la loi définitive lorsque l'Assemblée est saisie en second après un examen préalable du Sénat. Elle produit les comptes rendus analytiques, les comptes rendus intégraux et les procès-verbaux des séances publiques. Elle concourt à la production et à la publication du recueil des actes de l'Assemblée nationale. Elle concourt à la mise en place et au fonctionnement des commissions d'enquête et des missions d'information parlementaire dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Elle est aussi compétente pour répondre à toutes les questions d'ordre juridique qui pourraient se poser au président de l'Assemblée nationale ou aux députés dans leur ensemble. Je reçois pour vous Madame Fofana Mondeni Diomandé. Elle est députée de Boaké Commune. Bonsoir Madame le député. Bonsoir Madame. Merci d'avoir effectué les déplacements depuis Boaké pour nous. Oui, merci. Alors un petit mot sur Madame Trabi que nous venons de découvrir. Madame Trabi, c'est la mémoire de l'Assemblée nationale, d'autant plus que c'est elle qui reçoit les propositions de loi et les projets de loi. Ensuite, elle établit avec le bureau le calendrier de l'Assemblée nationale. C'est avec fierté que nous apprécions sa présence, d'autant plus aussi que c'est la première fois que nous avons une femme à ce poste. Un poste de haute responsabilité. Tout à fait. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de la représentation des femmes dans les assemblées élues. Ouais. Votre génération a énormément de chance, vous évoluez dans une sphère politique beaucoup plus heureuse, mais les générations passées ont dû lutter pendant de très longues années pour obtenir ne serait-ce que la reconnaissance de leur citoyenneté. Et Nati Meya nous fait un bref rappel historique de l'acquisition des droits civiques de la femme. Le droit à la citoyenneté des femmes a été dénié partout dans les sociétés dans le monde. Pas de droit de vote, pas non plus de droit d'éligibilité. 1791, les débats et réflexions s'ouvrent sur le droit de la femme. Débat engagé par la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui affirme que la femme naît et demeure égale en droit à l'homme. Cette déclaration historique est rédigée par Olympe Gourges, femme politique française de l'époque. 1901, l'Australie adopte le droit de vote et de l'éligibilité aux femmes. C'est le premier pays qui reconnaît de façon formelle et officielle la citoyenneté des femmes. À la suite de l'Australie, de nombreux pays occidentaux accordent progressivement aux femmes le droit de vote.
1930 en Afrique, l'Afrique du Sud est le premier pays à accorder ce droit à la femme, mais essentiellement à la femme blanche. 1974, la première femme à accéder à la magistrature suprême d'un État est enregistrée. C'est Isabel Martínez Perón, en Argentine. D'abord vice-présidente, puis présidente de l'Argentine, mais en 1976, elle a été renversée par un coup d'État militaire. En Afrique, c'est en 2005 que le continent enregistre la première femme présidente de la République. Ellen Johnson Sirleaf est investie présidente de la République du Libéria le 23 novembre 2005. En Côte d'Ivoire, pas encore de femmes à la magistrature suprême, mais 3 femmes candidates aux dernières élections présidentielles. La première, Jacqueline Loès Orble, en 2010. Et les 2 autres dames, Henriette Lagou et Claire Kangwa, en 2015. Du côté du Parlement, ce n'est qu'à la 3e législature que les femmes font leur entrée au sein de l'hémicycle. 3 sièges occupés par mesdames Jeanne Gervais, Hortense Aka-Anduy et Anoma Gladys. À la 4e législature, le nombre de femmes présentes au sein de l'hémicycle passe de 3 à 10 pour atteindre 29 aujourd'hui. Merci Nati. Madame la députée, il faut rappeler que vous êtes rapporteure générale de la commission permanente chargée des affaires sociales et culturelles. Tout à fait. Un commentaire après ce que nous venons d'entendre, de voir? C'est vrai, depuis la 3e législature où nous avions 3 femmes seulement députées, que de chemin parcouru depuis. Aujourd'hui, nous sommes 29 députés femmes sur 255, quand bien même cela n'est pas suffisant, mais ce sont des pas sûrs que nous avons posés. Madame la députée, je vous convie à suivre à présent une autre députée, Madame Sidonie Asseux. Elle est députée d'Akoupé, Békouéfouin, sous-préfecture et commune. Elle est membre de la commission permanente chargée de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Elle nous parle de son expérience terrain en tant que femme élue. Avec plaisir. J'ai vécu mon élection avec beaucoup d'enthousiasme et un grand sentiment de fierté. L'enthousiasme qui était lié à tous les défis communautaires, plutôt collectifs, qui nous attendaient pour les 4 années à venir, mais également ce sentiment de fierté lié à la maturité de la population, qui a su percevoir dans les arguments que nous avons présentés ceux qui leur convenaient, mais surtout la réaction des populations, ma foi, ne m'a pas surprise parce qu'elles ont été au rendez-vous de cette élection. Elles ont porté les projets que nous leur avions soumis et elles se sont engagées à nos côtés sans laisser prévaloir ma qualité de femme. Les populations elles-mêmes étaient prêtes et engagées à porter notre candidature et à nous porter jusqu'à la victoire. Les autres candidats ont été à la hauteur de nos attentes. Ces candidats-là ont montré, eux également, une grande maturité politique, ce qui nous a permis de développer la campagne dans une bonne ambiance, sans coups bas, sans injures, mais juste en présentant chacun ses qualités, mais surtout son projet pour les populations. Votre candidature à vous, comment est-ce qu'elle a été accueillie par vos concurrents et puis également par la population, les électeurs? Ma candidature a été très bien acceptée. C'était tout un élan de solidarité autour d'elle. Et puis, deuxièmement, nous étions 4, une liste de 4 candidats et j'étais la seule femme. Alors, une loi a été votée en 2019, une loi qui impose un quota pour l'effectif des femmes dans les assemblées élues. Qu'en pense le citoyen lambda? La réponse avec Georges Aboya pour ce micro-trottoir. Dans nos pays, ça c'est vraiment si cela existe, vraiment ça va vraiment nous faire plaisir. Il faut dire qu'autrefois les femmes étaient reléguées au second plan, mais voilà que cette loi vient mettre la femme dans une bonne position
Et c'est que cette loi vraiment nous ravit. Dans nos assemblées, elles vont faire valoir leurs droits et ça fait avancer notre société ainsi. C'est très bon de vouloir insérer les femmes dans la société parce qu'avant on ne trouvait pas ça, c'était vraiment rare. C'est salutaire pour les femmes en ce sens que c'est une façon de faire la promotion du genre. Aujourd'hui, on encourage nos parents à mettre les filles à l'école. Donc je pense que quand une fille va à l'école, quand on met les femmes à l'école de plus en plus à l'école, elles ont le droit d'occuper un certain nombre de postes dans notre pays. Madame le député, ces réactions vous confortent certainement. Ces réactions me confortent énormément d'ailleurs, parce que les 30%, il faut dire que c'est un chiffre indicatif. Et nous saluons la décision de l'avènement de cette loi qui a été demandée par les États de la CEDEAO comme reconnaissance de la vie des femmes en politique. Et ratifiée par la Côte d'Ivoire. Et ratifiée par la Côte d'Ivoire. En attendant vos 50% que vous recherchez, nous allons entrer dans le contenu de cette loi avec Tibité. Foster Beau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député, membre de la Commission des affaires générales et institutionnelles ici même à l'Assemblée. Alors, parlant de parité, on sait que la lutte pour le respect des droits de la femme, évidemment, a commencé par le terme « le droit des femmes ». Aujourd'hui, nous en sommes à la parité. Y a-t-il une différence entre les deux terminologies? Il n'y a pas de différence, il n'y a qu'une progression logique et juridique des choses. Tout à fait. L'article 36 de la Constitution stipule que l'État doit œuvrer à la promotion du leadership féminin. Mais quels sont les mécanismes qui sont à la disposition de l'État? L'État a eu une claire vision en proposant cette loi qui a été adoptée massivement par les députés. Il s'agit relativement de la loi 2019-870 du 14 octobre 2019 qui dispose dans ses articles 2, 3, 4 des mesures incitatives et juridiques pour assurer cette promotion dont vous parlez justement. Alors, on parle de la promotion des droits des femmes dans des assemblées totalement ou partiellement élues. De quelle assemblée s'agit-il? Il s'agit des assemblées élues, les conseils régionaux, les conseils de district, les conseils municipaux. Voilà, ce sont des assemblées élues ou partiellement. Alors, la loi dit clairement que dans ces assemblées élues, il faudrait disposer sur les listes de ces conseillers municipaux, régionaux ou conseils de district d'au minimum de 30% de femmes sur le quota indiqué. Alors, ces 30% de femmes, c'est une loi qui est votée. Donc, dorénavant, il faudrait observer justement ce quota-là dans les listes qu'on va présenter pour les élections des assemblées citées ci-dessus. Monsieur le député, est-ce que l'Assemblée nationale et le Sénat font partie de ces assemblées élues? Absolument. Absolument, seulement à la différence que le Sénat est partiellement élu, puisqu'il y a des sénateurs qui sont nommés. L'Assemblée nationale est totalement élue. Alors, il revient aux partis politiques, et là nous touchons le dispositif de l'article 4 de cette loi, qui dit qu'il revient aux partis politiques de considérer ce quota-là. Et les partis politiques qui ont dans leur disposition des listes qui vont jusqu'à 50%, mais naturellement bénéficient justement d'une subvention, ce qui est une mesure incitative pour les partis politiques, de bénéficier d'une subvention de l'État, comme je disais, et cela pour encourager justement l'esprit de cette loi. Ah, tout à fait. En ce qui concerne l'encouragement de l'esprit de la loi, vous savez aussi que la loi intervient dans un contexte socio-culturel, et je dirais même politique. Tout à fait. Les gens ont leurs habitudes. Cette loi de la parité vient brusquer certaines habitudes. Quelles sont les dispositions prises par les législateurs pour faciliter l'application de la loi? Mais les dispositions qui sont prises, d'abord, les premières dispositions sont les dispositions juridiques. Donc les législateurs ont voté la loi pour aider le gouvernement et aider les Ivoiriens à aller dans ce sens. Mais vous avez raison quand vous dites que c'est bien de prendre une loi, c'est bien de signer un décret. Un décret, on le signe à la minute, mais le mettre en application, il relève des mentalités. C'est l'évolution des choses. Et effectivement, à ce niveau-là, les députés ont un rôle de sensibilisation. L'État a un rôle de sensibilisation. C'est ce que nous essayons de faire. Alors, pour la petite histoire, vous savez, il y a eu la Constitution 2016. Et dans les dispositions de cette Constitution, il était question justement de l'égalité de l'homme et de la femme. Et lorsque les députés faisaient justement la sensibilisation, la difficulté que nous avons rencontrée justement, c'est à ce niveau-là. Dans nos sociétés traditionnelles, dans nos villages, lorsque vous leur dites que désormais
la femme et l'homme sont égaux, mais vous avez levé de bouclier dans tous les sens. Que ce soit dans le système malinké ou à Caen, nos traditions. Mais les gens, vous savez, nos sociétés traditionnelles avaient une organisation parfaite, mais il y avait aussi des lacunes. Quand dans une famille, le père avait à scolariser ses 2 enfants, il faisait automatiquement le choix sur le garçon au lieu que ce soit la fille. C'était des déséquilibres, des injustices. Donc il y a des mesures incitatives aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État vient corriger, mais il ne faudrait pas qu'il revienne seulement à l'État. Il faudrait que ce soit dans l'esprit de chacun d'entre nous. Certains collègues ou certains administrés demandent, mais et si dans une localité, dans des assemblées élues ou partiellement élues, il n'y a pas de femmes parce qu'il y a aussi le profil de l'emploi, n'est pas politicien qui veut, si elle n'a pas l'âme de faire de la politique, est-ce qu'il faut aller trouver absolument les 30%? Et ça, c'est une question qui se pose, mais il faut les amener. Il faut les encadrer, il faut les amener à ce qu'on rentre dans l'esprit de cette loi. Du haut de vos 20 ans d'expérience, monsieur le député, quel regard, justement, jetez-vous sur la promotion du leadership politique féminin en Côte d'Ivoire? J'ai un regard positif. Comme je dis, c'est une question d'évolution. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater le rôle que jouent les femmes dans le dispositif du développement national ou international. Vous avez des femmes qui sont à des postes de responsabilité, mais qui font la fierté du monde entier. Vous avez des femmes qui exercent des fonctions dans des endroits inimaginables. Je vais vous dire, il y a une semaine, j'étais au port autonome d'Abidjan, et puis je vais regarder les conteneurs, parce que par curiosité, et je vois des jeunes dames qui sont dans ces appareils, dans ces terminaux, qui sont au-dessus de l'eau. On n'a jamais imaginé des femmes, qui sont des machinistes, mais des femmes, dans des endroits aussi risqués. Mais quand j'ai interrogé la femme, elle était heureuse, elle me dit c'est mon environnement, c'est mon univers. Vous voyez, ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas avoir de discrimination. Et c'est ce qu'on s'est vertué à expliquer aux gens lors de la sensibilisation pour le vote de la Constitution. Le point sur lequel nos parents étaient susceptibles et surtout ne voulaient pas avancer, c'était sur la question des successions. Alors vous arrivez dans un village, on vous dit, le monsieur, il a travaillé de toute sa vie, qu'il soit fonctionnaire ou qu'il soit un brave paysan agriculteur. Il a 2 enfants, un garçon et une fille. Ce monsieur laisse des hectares et des hectares, des parcelles de forêt. C'est une richesse. Et ce monsieur décède, puisque la mort arrive à tout le monde, mais on vous dit dans la société que c'est le garçon qui hérite de toutes les plantations du père. Et la jeune dame, quand je leur ai posé la question, je dis, mais et la jeune dame? On dit, mais la jeune dame, vous savez bien, député, chez nous, là, la dame, elle va aller se marier. Voilà la réponse qu'on donne. Et partout dans toute la communauté, c'est la réponse. La jeune dame, elle est appelée à aller se marier. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle va se marier, elle perd le sang de son père. Elle n'a pas droit à ce dont le père dispose. Il y a des injustices qu'il fallait réparer. Et je crois que cette loi vient pour réparer tout ça. C'est une bonne initiative. Et c'était une très bonne vision du président Ouattara qui fait du genre son cheval de bataille. Et ça, c'est à notre avantage à nous tous. Ça a été aussi à votre avantage, vous les députés, d'avoir voté la loi sur la succession qui règle cette question que vous évoquez. Tout à fait. Merci, monsieur le député. Madame le député, voici résumé la loi dans ses grandes lignes. Comment est-ce que vous expliquez cette faible représentation des femmes dans les assemblées élues? Oui, effectivement, c'est une faible représentation parce qu'il faut compter quand même le manque d'intérêt des femmes même pour la chose politique. Ensuite, il y a des préjugés culturels qui pensent que les femmes doivent être au second rôle. Et puis, nous n'avons pas assez de moyens financiers pour nous lancer en politique. Sinon, ce n'est pas faute de vouloir le faire. Pensez-vous que cette loi sera acceptée facilement par les partis politiques? La loi sera acceptée par les partis politiques. C'est une question de volonté politique. Dès que l'exécutif, dès que nos responsables diront qu'il faut le quota de 30%, et ce n'est qu'un début, je vous assure, parce que nous visons les 50%. En attendant ces 50%, ces 30% sont-ils avantageux pour la femme? Et qu'est-ce que cela représente en fait? C'est un début, les 30%. On n'a pas encore rempli les 30%. Quand je pense que sur 255 députés, nous ne sommes que 29, à peine 11%. Le conseil régional, une seule femme présidente sur les 31. La mairie, 16 femmes maires sur 201, c'est assez faible. Les sénatrices,
c'est 19 sénatrices sur 99, c'est à peu près acceptable. Est-ce que les 30% peuvent effectivement mener à la mixité? Les 30% peuvent mener à la mixité. La mixité, il faut que les gens sachent que c'est un avantage pour la Côte d'Ivoire, pour tous les services. Parce que déjà, à 35%, les regards qui se croisent autour d'un problème sont déjà avec des résultats très probables. Et qu'est-ce qu'on recherche concrètement à travers la mixité? À travers la mixité, on voudrait en image que les deux jambes d'un seul corps soient à la même hauteur. Quand les femmes regardent et que les hommes regardent dans la même direction pour un sujet précis, c'est certain que nous en sortons des résultats meilleurs. Alors Nati Meya a scruté la toile à la recherche du regard des internautes. À vous, Madame le député, d'infirmer ou de confirmer. On y va. Les femmes ont un manque de volonté à s'engager en politique et à jouer les premiers rôles dans les partis politiques. Vrai ou faux? C'est pas faux, mais elles y sont contraintes à jouer ce second rôle. C'est parce qu'elles n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas toute la capacité à affronter l'échec, à affronter les demandes successives de parrainage. Elles sont fatiguées de ça. Elles veulent, mais souvent elles ne sont pas alphabétisées, souvent elles n'ont pas de moyens, souvent elles ont des contraintes d'ordre familial. On va écouter, voir le deuxième regard. L'Ivoirien n'accepte pas d'être dirigé par une femme. Vrai ou faux? Ça, c'est faux. Parce que nous avons beaucoup de femmes qui sont à des postes de responsabilité et ces sociétés ou ces services marchent bien, que je sache. Aucun homme n'est revenu pour dire j'ai mes membres qui ont diminué ou qui ont augmenté parce que je suis dirigé par une femme. L'Ivoirien a l'esprit ouvert. L'Ivoirien a l'esprit ouvert et les services qui sont dirigés par les femmes marchent bien, ils n'ont pas de problème. Troisième point des internautes. L'analphabétisme des femmes est un facteur qui joue en défaveur de ces dernières dans le choix de nos dirigeants. Vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Parce que l'État, d'ailleurs, prend le devant en créant des écoles, en créant des structures adaptées aux femmes pour leur donner le goût de la compétition, pour leur donner le goût d'être à l'école et surtout de s'y maintenir pour être à la hauteur du développement qu'on cherche tant avec la mixité. Est-ce que sur le terrain, vous travaillez, vous, en tant que femme députée? Nous travaillons à faire la promotion des femmes. Vous avez dit tantôt que certaines se sont battues, telles que les premiers 3 députés. Aujourd'hui, nous sommes à 29. Il faut qu'on continue, il faut qu'on arrive à avoir plus de femmes députées. Et on sait qu'une femme cadre vaut 2 ou 3 hommes cadres parce qu'elles font bouger les choses. Pensez-vous, Madame le député, qu'une loi, aussi élaborée soit-elle, puisse aider à faire évoluer l'effectif des femmes dans les assemblées élues? Ne faut-il pas des actions d'accompagnement? Tout à fait. Il faut des actions d'accompagnement. Il faut surtout une volonté politique. Une voix votée ne vaut pas son application. C'est aux femmes d'être ensemble, de laisser toutes les considérations. Merci, Madame le député. Vous êtes venue de Bouaké spécialement vous entretenir avec nous. Mais dites-moi, vous serez candidate à la prochaine élection législative? Non, je ne serai pas candidate à la prochaine législature, mais mon lendemain appartient à Dieu. Merci en tout cas, Madame Fofana Mondeni Diomandé. C'est moi qui vous remercie. Dernière articulation de notre émission, un bref rappel des activités du président de l'Assemblée nationale avec Georges Aboya. La diplomatie parlementaire a occupé une place de choix dans les activités du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en ce mois de février 2020. En effet, M. Amadou Soumaoro a conduit une mission de bons offices de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie au Bénin. Objectif, prêter une oreille attentive et accompagner le Bénin dans son processus de cohésion sociale. Rappelons également l'audience accordée par le président de l'Assemblée nationale
au vice-président du Bundestag, le Parlement de la République fédérale d'Allemagne, M. Thomas Oppermann. Les deux hommes ont convenu de renforcer leurs relations parlementaires. Les présidents de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et de Djibouti, respectivement anciens et nouveaux présidents de l'UPA, Union parlementaire africaine, ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Rencontre très fraternelle au cours de laquelle le président Amadou Soumaoro a rappelé à ses hôtes le bien fondé des institutions qui œuvrent à consolider les relations entre les Africains. Merci Aboya. Notre émission s'achève. Mesdames et messieurs, retenons que les organisations ont désormais le devoir de faciliter l'intégration des femmes dans les assemblées élues à hauteur de 30% au moins. Une loi qui tire le pays vers la mixité, source incontestable de développement et de progrès pour l'humanité. Bonsoir.